À la une ce soir, les ministres de l'Outre-mer et de l'Intérieur sont arrivés en Guyane en fin d'après-midi. Attendus depuis une semaine par le collectif pour la Guyane décollée, ils devraient commencer les négociations très rapidement. Ils ont quitté le tarmac par hélicoptère. Hervé Deluge, entendu aujourd'hui sur son coup de folie du 13 février. Son procès en correctionnel a commencé cet après-midi au palais de justice de Fort-de-France. Pour rappel, l'artiste avait foncé délibérément avec son pick-up dans l'entrée de Tropicatrium. L'annonce du soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron a fait l'effet d'un véritable coup de tonnerre dans la classe politique. La gauche nationale a dénoncé une trahison. Certains de nos élus locaux accusent le coup et avec beaucoup de difficultés également. Et puis les transporteurs ont tenu une conférence de presse aujourd'hui pour dénoncer l'arrêt des négociations avec la CTM. Ils ont annoncé vouloir négocier, non bloquer le pays. Ils réclament toujours la détaxe totale du carburant. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Ça y est, ils sont arrivés en Guyane. Les ministres de l'Outre-mer et de l'Intérieur, attendus depuis une semaine sur le territoire, sont enfin arrivés sur place. Les négociations avec le collectif pour la Guyane décollée devraient commencer très rapidement. Nous allons directement en Guyane, sur place, pour découvrir la situation. À l'heure où nous parlons, nous retrouvons tout de suite en duplex la journaliste d'ATV Guyane, Kessie Weshop. Bonsoir. Bonsoir Sabrina. Alors les ministres viennent de fouler le sol guyanais. Nous avons entendu qu'il y avait quelques désaccords au sein du collectif pour savoir s'il fallait négocier ou non avec eux. Qu'en est-il ce soir ? Alors le collectif qui regroupe toutes les revendications l'a annoncé ce soir après effectivement tant de questionnements et de divergences, notamment suite au propos de la ministre des Outre-mer, Laetitia Barrett, qui ne souhaitait pas venir en Guyane et notamment rencontrer les 500 frères au prétexte de la fameuse cagoule. Eh bien ils se sont mis d'accord avec tous les autres groupes et donc les 500 frères également pour accepter de rencontrer la délégation ministérielle arrivée ce soir. Alors, les revendications sont nombreuses. Il y a déjà eu quelques avancées. Pouvez-vous faire le point sur les principales demandes qui sont encore en cours ? Si vous voulez, les revendications sont séparées par secteur. Les collectifs se sont réunis donc dans un ensemble pour essayer de clarifier tout ça sous le nom pour la Guyane décollée, pour que la Guyane décolle. Ils ont défini 7 grands axes de travail. Ils sont surtout axés autour de la santé, donc de meilleurs soins pour les Guyanais, notamment l'annulation de la vente du centre médico-chirurgical de Kourou, quelque chose qui a été acté notamment par l'arrivée de la délégation interministérielle avant les ministres ce soir, l'éradication de l'orpaillage illégal, favoriser le développement de l'économie et un travail de lutte beaucoup plus efficace contre l'insécurité. Autant de points auxquels les ministres devront répondre sous 48 heures, Sabrina. Alors Kessie, comment cette mobilisation est-elle vécue dans le quotidien des Guyanais en ce 3e jour de mobilisation de grève générale ? Eh bien, les Guyanais sont plutôt mobilisés, ils sont plutôt actifs dans ce moment de crise sociale. Vous avez pu voir hier la marée humaine qui s'est emparée de Cayenne. C'était donc hier matin aux alentours de 10 h. Au moins 20 000 personnes étaient rassemblées partout en Guyane au même moment. Un temps exceptionnel vécu par la population. Et puis, le reste du temps, chacun participe au barrage comme il peut. On apporte de l'eau, des vivres pour soutenir les collectifs présents dans l'ensemble, dans une bonne ambiance, on va dire. Merci à vous, Kessie Weshop. Et nous continuons d'ailleurs à parler du quotidien des Guyanais. Ce grand mouvement social est soutenu par la population. Marie Tricot et Guillaume Bacoul se sont penchés sur la vision des Guyanais de cette crise sociale. Regarde. Tati Léodate est bien connue du quartier. Depuis 5 ans, elle cuisine toujours un peu plus pour offrir quelques repas chauds aux démunis qui frappent à sa porte. Les jeunes là qui viennent me demander à manger, je laisse toujours un petit peu pour eux. Je fais des pâtes. S'ils me demandent. Léodate a élevé 9 enfants. Gérer les besoins d'une famille nombreuse ne l'a jamais effrayée. Mais aujourd'hui, elle milite pour l'avenir de sa région. Pas de manifestation. Ça va rester marqué sur les annales. Ah ouais. Elle était dans les rangs de la Grande Marche et sera sur un barrage à la nuit tombée. Dans la famille, on parle quotidiennement des problèmes guyanais. Nos jeunes partent parce que par rapport aux études, pour ceux qui font des études, mais très peu reviennent. Très peu reviennent parce que soit trop diplômés, on ne peut pas mais les payer, ou soit parce qu'ils ont finalement fini par trouver du travail dans l'Hexagone. Des jeunes, comme Dinel, qui ne sont pas sûrs de finir leur cursus universitaire en Guyane. Étudiant en droit, le jeune homme déplore le manque de formation qualifiée et de programmes adaptés.
On nous enseigne les cours comme si on était des étudiants qui habiteraient en métropole ou autre part. Depuis maternelle d'ailleurs, on devrait connaître l'histoire de notre pays, notre département, avec la colonisation et puis tous les peuples qui ont vécu ici. Sur le campus universitaire, les voitures de patrouille ont pour le moment remplacé le chassé-croisé des étudiants. Dinel espère que la grève donnera un nouvel élan à la Guyane, car lui est bien déterminé à faire prospérer sa région. Je prends mes responsabilités, ce n'est pas une question de cœur, mais une question de raison. Cette déclaration de Manuel Valls pour annoncer son soutien à Emmanuel Macron a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans la classe politique. Au niveau national, les élus de gauche ont été nombreux à réagir violemment. Une annonce tout aussi surprenante pour la classe politique locale. Loïc Régis a recueilli quelques réactions. Regardez. Est-ce que vous voterez pour Emmanuel Macron ? Oui, parce que je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République. Et donc, je voterai pour Emmanuel Macron. Il s'était engagé à soutenir Benoît Hamon. Aujourd'hui, Manuel Valls retourne sa veste. Une nouvelle qui ébranle un peu plus une gauche à la recherche d'unité et qui retentit bien sûr aussi en Martinique. Pour les socialistes locaux, il n'y a pas d'autre explication. C'est une trahison. Le mot semble fort quand on parle de trahison, mais en fait, ça peut être bien ça, c'est ça, hein, il n'y a pas d'autres termes. Parce que quand on prend des engagements, c'est comme ça que je suis, moi j'estime qu'on doit respecter les engagements. Il doit y avoir une certaine loyauté, ce qu'on ne retrouve pas apparemment chez lui. Un changement de position qui ne surprend pas tout le monde. Dans le camp de Benoît Hamon en Martinique, on prépare déjà la contre-attaque. Seule déception au jour d'aujourd'hui, c'est que Benoît Hamon et M. Mélenchon n'aient pas encore trouvé un accord pour rassembler la gauche. La seule déception, c'est de voir que des sondages continuent à nous faire croire qu'un homme qui a été façonné, modelé par le système économique pourrait être notre président demain matin. La seule déception, c'est de voir que les Français sont face à des hommes qui chaque jour leur donnent une parole qu'ils ne respectent pas. Dans les rangs du parti progressiste martiniquais, l'heure n'est pas à la polémique, nous dit-on. Même si la décision de l'ancien Premier ministre Valls ne laisse personne indifférent. Aujourd'hui, c'est vrai que le non-respect de la décision de M. Valls vis-à-vis du candidat sorti en tête des primaires est surprenant, mais nous-mêmes, nous voulons rester cohérents avec nous-mêmes dans le respect de la démocratie et dans le respect de la parole donnée. Fred Lordino a très tôt affiché son soutien à Emmanuel Macron au sein du PPM, ce qui lui a valu une suspension du parti. L'histoire donne-t-elle raison aux frondeurs aujourd'hui ? En tout cas, ce nouveau ralliement sonne pour lui comme une évidence. Aujourd'hui, beaucoup d'élus, de militants socialistes savent que pour faire barrage à Marine Le Pen, il faut qu'il y ait un large rassemblement dès le premier tour. Il y a aussi une autre raison, c'est que Emmanuel Macron veut un très large rassemblement. Au-delà du clivage du jeu entre la gauche et la droite, au-delà du tic-tac, du balancier entre la gauche et la droite. Ce qu'il faut, c'est que tous les progressistes de France et de Martinique se rassemblent. Ce soutien va-t-il en effet en appeler d'autres? Possible, selon cet observateur politique. Manuel Valls a été soutenu dès le départ très fort par Serge Letchimy, et en plus, Serge Letchimy était président de ce comité de soutien, avec Bruno Nestor Azero, entre autres, comme parlementaire et d'autres. Donc ça veut dire que tout ce groupe Valls, est-ce qu'il va lui verser vers Macron? Je parle des individuels. Ça serait pas étonnant. Le PPM, lui, il ne peut pas se permettre aujourd'hui de se dédire. Cette décision fragilise-t-elle un peu plus la candidature de Benoît Hamon? Verdict dans les urnes dans quelques semaines. Toujours au chapitre politique, les 5 présidents des collectivités d'outre-mer ont été reçus ce matin au siège des régions de France à Paris. Ils ont débattu sur les mesures que devrait prendre le prochain gouvernement en faveur des outre-mer. Alfred Marie-Jeanne a souligné l'importance d'une prise de conscience des spécificités ultramarines dans ce contexte de crise que connaît la Guyane en ce moment. Parmi les mesures proposées, étendre l'octroi de mer aux services ou encore renforcer l'autonomie fiscale. Voyez les précisions de Solène Boissy. Ils ne sont pas tous du même bord et pourtant ils sont tous d'accord. Les différents présidents de région ont adopté à l'unanimité 6 propositions à destination des candidats à l'élection présidentielle. C'est la première fois que l'Association des régions de France inclut des mesures spécifiques à l'outre-mer dans ses propositions aux candidats. Les candidats à la présidence de la République qui sont là devraient comprendre l'opportunité que leur est donnée
par des élus responsables. Nous faisons des propositions qui sont raisonnables. Ce n'est pas une révolution. Ce n'est pas une révolution, mais le contexte de crise en Guyane démontre que pour certaines mesures, il y a urgence. Le président de la collectivité guyanaise a appuyé par téléphone la modification du régime de l'octroi de mer, qui selon lui exonère trop de produits. Nous apprenons aujourd'hui que la base spatiale perd 500 000 par jour. Et nous sommes actuellement, sur un budget de 600 millions. Ça signifie que le retour de la base spatiale, dont les produits sont exonérés au niveau de l'octroi de mer, nous obère également de notre budget. La Guyane, l'invitée surprise de cette dernière ligne droite à la course présidentielle, pourrait permettre la mise en avant des problématiques ultramarines dans le débat politique. Quand il s'agit d'élections, on connaît très bien l'outre-mer. L'outre-mer a fait bouger les choses dans les dernières élections présidentielles. Là maintenant, il faudrait qu'on soit solidaires. C'est ce que je demande à tous mes collègues, à tous les parlementaires. Si nous sommes solidaires, si nous sommes ensemble, je pense qu'on fera bouger beaucoup de choses au niveau du gouvernement. Des engagements, c'est ce que les acteurs régionaux souhaitent évidemment. Reste à savoir qui les prendra. Quel que soit le président, je pense que le mouvement engagé à Région de France et nous-mêmes, ce mouvement-là ira en s'amplifiant. Des mesures essentiellement fiscales pour renforcer l'autonomie des territoires ultramarins donc, et injecter dans l'économie locale plusieurs centaines de millions d'euros. Coup de théâtre dans l'affaire Green Parrot, mettant en cause Alfred Marie-Jeanne, que vous venez de voir dans le sujet, dans une prise illégale d'intérêt lors du financement de la construction d'une école en Dominique dans les années 2000. Après le report puis le dépaysement de son procès, les avocats du président de la collectivité ont porté plainte contre le procureur de la République de Martinique de l'époque pour faux et usage de faux. Ils se sont aperçus qu'un courrier émanant du parquet avait été antidaté. La plainte vient d'être jugée recevable par la présidente de la première chambre civile du tribunal de Paris. Il va donc y avoir une autre instruction dans cette affaire dans laquelle Alfred Marie-Jeanne se présente du coup en tant que victime. Écoutez les explications de son avocat Alex Ursulé. Ça signifie maintenant que le juge d'instruction aura à mener des investigations sur les conditions dans lesquelles cet acte signé par monsieur le procureur de la République a été fait. Pendant quelles conditions cet acte curieux, qui est argué désormais de faux criminel, c'est-à-dire passible de la cour d'assises pour les auteurs, l'auteur ou les auteurs. Et donc, il y aura des investigations qui seront faites spontanément par le juge d'instruction, mais également à la demande d'Alfred Marie-Jeanne, qui est désormais partie civile, c'est-à-dire victime, consacrée officiellement victime dans cette affaire. Et nous aurons donc à nous revoir avec monsieur le procureur de la République. De retour en Martinique avec le procès en correctionnel de l'artiste Hervé Deluge qui a commencé aujourd'hui au palais de justice de Fort-de-France. Le 13 février dernier, il avait foncé délibérément avec son pick-up dans l'entrée du Tropicatrium. Aujourd'hui, il était appelé à s'expliquer sur son geste. Voyez les précisions d'Alizé Lutran et de Michelet François. Hervé Deluge ne s'est pas rendu seul à son procès. Il est entouré d'une grande partie des membres de son comité de soutien. Artistes, musiciens, comédiens, ils sont vent debout depuis le début de l'après-midi, postés devant le palais de justice. Que ce soit M. Marie-Jeanne, que ce soit M. Cruyaté ou les autres de Tropicatrium, on entend en tout cas, au-delà de cette plainte, pouvoir également leur faire leur propre procès par rapport aux responsabilités qu'ils ont pour faire qu'au fait qu'Hervé soit arrivé jusqu'au fait qu'il soit arrivé là. J'espère que les gens comprendront pourquoi il a fait ça et surtout que finalement les vrais fautifs, les vrais coupables, eux seront jugés et que eux on prenne vraiment conscience de ce qu'il y a derrière l'acte qu'a commis mon père. Ça allait de plus en plus mal, donc mon père a toujours été un très bon père, mais comment vous dire qu'au bout d'un moment, quand on travaille et que finalement le travail ne porte pas ses fruits alors qu'on est bon dans ce qu'on fait, il y a un moment où c'est normal qu'on pète les plombs, je dirais. L'audience a finalement débuté plus tardivement que prévu, aux alentours de 17 h. Hervé Deluge comparé pour dégradation de biens publics, violence et notamment agression verbale envers le directeur de Tropicatrium, M. Kouyaté, mais aussi rébellion, conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et sans permis de conduire valable pour le pick-up qu'il conduisait au moment des faits. À ce stade du procès, l'avocat d'Hervé Deluge, maître Germani, a commencé
commencé à livrer ses conclusions. Hervé Deluge a lui aussi commencé à témoigner à la barre. La juge a pour sa part indiqué qu'elle ne ferait pas cas du contentieux professionnel qu'il existe entre Hervé Deluge et M. Kouyaté, mais qu'elle se baserait uniquement sur les faits. L'audience promet d'être longue. Les délibérations devraient être rendues dans la soirée. Toujours au chapitre judiciaire, le procès en correctionnel du motard qui avait foncé sur un gendarme lors de la parade du Sud en février dernier a eu lieu ce matin. Le jeune homme de 23 ans s'est exprimé brièvement à la barre en se souciant de l'état de santé de sa victime. Père de famille résidant à Maripasoula en Guyane, le prévenu, poursuivi pour blessure involontaire avec circonstances aggravantes, est placé sous contrôle judiciaire. 18 mois de prison, dont 9 avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve de 3 ans et une suspension de permis de 6 mois ont été requis à son encontre. La gendarme, quant à elle, est toujours hospitalisée depuis 1 mois et souffre de multiples fractures. Voyez les précisions de l'avocate de la partie civile qui s'exprime face à la caméra d'Élisée Lutran et de Michelet François. Elle vit un véritable enfer parce qu'elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas s'occuper d'elle, faire les actes de la vie quotidienne comme vous et moi. Elle a besoin de quelqu'un pour lui donner à manger, elle a besoin de quelqu'un pour la laver, pour s'habiller. Donc elle ne peut pas s'asseoir parce qu'elle a le bassin fracturé, elle ne peut pas être debout parce qu'elle a les genoux et les chevilles fracturées. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, son état d'esprit est vraiment dans une grande détresse psychologique. J'ai demandé une provision de 10 000 € pour l'aider dans ses besoins quotidiens, une condamnation solidaire du prévenu et de son assurance. Pour moi, il est clair que ce n'était pas des blessures involontaires, mais tout à fait volontaires. Après, le tribunal a été saisi pour des blessures involontaires et il tranchera en fonction des observations de chacun et des réquisitions du procureur. Et le délibéré est attendu le 5 avril prochain. Le campus caribéen des arts organise une journée porte ouverte ce vendredi. L'occasion pour l'institution de recruter de nouveaux étudiants. Pour en parler, nous recevons la présidente du conseil d'administration, Manuelle Clem-Bertolo. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, à qui s'adresse cette journée porte ouverte et qui a-t-il au programme ce vendredi ? Alors, au premier plan, cette journée porte ouverte s'adresse aux lycéens. Effectivement, il y a une mobilisation des étudiants du campus caribéen des arts pour préparer cette journée porte ouverte et avec leurs enseignants qui les accompagnent, ils font tout pour accueillir les lycéens. Et dans un second temps, le grand public est invité sur cette manifestation. Alors, quelques temps forts sont prévus, comme la présentation du travail des étudiants qui sont sur place ? Tout à fait. Donc, effectivement, il y aura plusieurs ateliers présentés. Il y aura, par exemple, l'atelier concernant le numérique. Il y aura sur les arts le dessin, sur le graphisme. Et en fait, il y aura également la restitution du voyage d'études des étudiants qui s'est passé à Saint-Étienne, où ils ont participé, enfin, ils ont visité la biennale du design, de la Cité du design. Alors, il sera également possible de s'inscrire. Le campus propose 3 grandes filières avec des cursus pouvant aller jusqu'au Bac+5, c'est ça. Tout à fait. Mais c'est sur concours. Alors, expliquez-nous comment ça va se passer pour les étudiants, les élèves de terminale qui nous regardent justement. Donc, effectivement, le campus caribéen des arts est dans sa période de recrutement, on peut dire cela comme ça, puisque c'est dans cette optique, effectivement, que nous avons mis en place cette journée porte ouverte. Alors, pour revenir sur votre question, effectivement, nous organisons un concours d'entrée qui va se dérouler sur le mois d'avril. Je crois que c'est le 10 et le 11 avril. Et donc, mais il faut s'inscrire dès ce vendredi. Et donc, voilà. Donc, sur cette manifestation, les lycéens qui sont intéressés pourront s'inscrire à ce concours. Alors, lors de votre élection en mars 2016, pas dernier, lors de votre élection en mars 2016, vous aviez déclaré vouloir amener la création martiniquaise à la population et également l'amener au niveau national. On a vu en début d'édition que l'artiste professionnel Hervé Deluge criait son désarroi. Alors, est-ce que c'est très difficile de pouvoir mettre à effet, mettre à exécution votre programme ? Alors, en fait, je préfère faire un distinguo entre ces deux situations. Ici, nous sommes dans le cadre universitaire, le cadre de l'enseignement de jeunes qui ont fait le choix d'un cursus. Effectivement, il y a la situation des artistes
qui d'ailleurs ne nous est pas insensible. Il est vrai que nous travaillons à ce que nos artistes en devenir puissent s'insérer dans la société professionnellement et notamment la société martiniquaise. Mais c'est vrai que ça n'est pas tâche facile. Alors, vous êtes quand même au sein du groupe, enfin vous étiez au sein du groupe Grand Assemblée pour pas payer en chance. Est-ce que vous discutez avec la CTM de cette situation ? Alors c'est une problématique qui est prise véritablement de manière très sérieuse dans le groupe auquel j'appartiens. Mais je veux revenir plus précisément au campus caribéen des arts, puisque c'est ce qui m'amène ici, et dire effectivement qu'il y a une jeunesse, qui s'engage dans un secteur d'activité qui n'est pas toujours facile, mais qui ouvre tellement d'opportunités et qui ouvre tellement de champs du possible. Alors justement, j'allais vous poser la question, est-ce que ça vaut quand même le coup de s'engager dans cette filière quand on entend tous ces cris d'artistes qui se mobilisent et qui crient leurs difficultés à vivre de leur métier? Alors, effectivement, il y a un adage qui dit, enfin, qu'on connaît très bien, que la vie artiste raide, mais c'est aussi un choix. C'est un choix et j'aime beaucoup dire que c'est un choix militant. Et il faut venir effectivement à cette porte ouverte pour voir combien nos jeunes sont créatifs, combien ils peuvent proposer des choses et bien sûr, dans un partenariat avec la société civile, pouvoir les insérer. Mais quand on s'y engage, il faut s'attendre à souffrir quand même. Non, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait, on le fait avec normalement passion. Et ce que je veux dire, c'est vrai qu'il y a des difficultés dans ce choix, mais ils y vont avec beaucoup d'amour, beaucoup de conviction, et ils s'y tiennent. Pour vous dire, j'ai avec eux partagé justement un moment pendant ce voyage d'études, et ils m'ont véritablement dit, et d'ailleurs c'est eux qui m'encouragent à les accompagner, combien ils ont dit, comment ils étaient heureux et qu'ils étaient contents de leur choix. Mais effectivement, il faut les accompagner et nous sommes en train de travailler avec justement la collectivité à faire que ce chemin soit un peu moins compliqué. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que le rendez-vous est fixé ce vendredi. Ce vendredi 31 mars à partir de 9h jusqu'à 19h. Donc ouvert à tous. Voilà, ouvert à tous. Et nous accueillerons les lycéens qui veulent bien, comment dirais-je, venir voir ce que nous faisons et partager avec peut-être leurs futurs camarades. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Au revoir et à tout le monde. Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous reviendrons sur ce cauchemar vécu par les automobilistes empruntant la zone de la Lézarde depuis une semaine. Les commerçants ont tenu une conférence de presse pour dénoncer les conséquences sur leur entreprise. Michel Motte-Mora remettra son titre de champion du monde de boxe poids moyen ce vendredi au hall des sports du stade Louis-Achille. Il nous parlera de son état d'esprit dans un instant. Et puis nous parlerons de concombres dans notre JT des communes. Plusieurs tonnes sont à écouler au marché de Fort-de-France et ils sont vendus à 1 €. Mais avant, parlons de cette conférence de presse tenue par l'intersyndicale des transporteurs cet après-midi. Les syndicats dénoncent un dialogue bloqué avec la CTM. Ils estiment que la détaxe des carburants est un droit et non un dû. Les autres points de revendication sont également à l'arrêt. Pour l'instant, la volonté des transporteurs est de négocier avec la CTM et non de bloquer. Voyez les précisions recueillies par Loïc Richis. Pour l'instant, on n'a aucune avancée parce que la solution, c'est M. Marie-Jeanne qui la détient. Et jusqu'à maintenant, il nous a donné aucun signe de vie pour nous recevoir. Mais on n'a pas lâché le combat, c'est un droit. Ce n'est pas une revendication, c'est un droit. Donc on est dans nos droits. Donc il applique la loi, c'est tout. On a fait des recherches de textes, on a consulté du monde, hein, on a essayé de voir la préfecture, on a essayé de voir tout le monde qui peut nous faire avancer ce dossier. Les avocats? Les avocats... On les voit, mais on ne les a pas encore mis vraiment dans le combat, mais on a les appuis, parce que juridiquement, on est dans nos droits. Autre conférence de presse, cette fois-ci pour dénoncer les grandes difficultés rencontrées par les commerçants de la zone de la Lézarde. Les gros embouteillages renforcés par la mise en service des feux du TCSP ont un impact direct sur leur activité. 2000 professionnels y circulent chaque jour, cumulés avec les clients potentiels. La zone devient alors
infranchissable. Voyez les précisions recueillies par Frédéric Mazy. C'est une catastrophe. On est pris en otage dans une zone qui n'a qu'une seule entrée-sortie, avec des temps d'attente pour sortir de la zone qui atteignent parfois 40-45 minutes et un embouteillage quasi permanent. C'est absolument insupportable. Nos salariés ont été, je crois, les premiers à monter au créneau. Ils sont effectivement d'abord excédés, parce que ce sont des heures perdues. Certains se garent à l'extérieur et viennent à pied maintenant, tellement ils ont peur de rester pris dans la zone. On a eu des anecdotes de salariés qui ont mis plus d'une heure à quitter leur travail, à sortir de la zone. Donc il y a d'abord ça, et puis bien sûr, ils sont aussi inquiets. Toutes les entreprises de la zone constatent depuis une semaine une baisse de chiffre d'affaires, une baisse de fréquentation. Les clients ont tout simplement peur de rentrer dans la zone de la Lézarde aujourd'hui. Premier impact, c'est qu'en temps de livraison, on perd à peu près 6 heures par jour pour la sortie de la zone. L'ensemble de nos véhicules perdent 6 heures par jour, nos camions de livraison. Et deuxième impact, c'est un impact pour les salariés. Nous avons beaucoup de personnel administratif dans des bureaux. J'ai des salariés qui, lundi midi, ont mis 2h15 pour sortir de la zone du fond de la voie numéro 2 jusqu'au pont. Donc vous comprenez bien que c'est absolument insupportable et invivable. Il y a en plus, on le sait bien, des risques de sécurité. Si demain matin il faut évacuer la zone pour des raisons de sécurité quelconques, en l'état actuel des choses, c'est impossible. Il demande que les feux soient mis clignotants, c'est-à-dire à l'orange, sauf au moment du passage des bus. Aujourd'hui, on a tenté de réguler la circulation avec des feux, ça ne marche pas. Et il demande donc que les feux se déclenchent seulement quand les bus passent, ce qui était initialement prévu. C'est une demande qui est techniquement possible et qui relève d'une décision des autorités compétentes qui sont la CTM et la ville du Lamentin. Parlons sport maintenant. Vous le savez sans doute, le championnat du monde de boxe catégorie poids moyen est organisé chez nous, en Martinique. Le rendez-vous est fixé ce vendredi au hall des sports du stade Louis-Achille à Fort-de-France. Au programme, 7 combats, 6 amateurs et 1 professionnel. Le Martiniquais Michel Motmora, champion du monde catégorie poids moyen, remettra son titre en jeu face à l'Argentin Diego Diaz Gallardo. Un grand rendez-vous organisé par le comité régional de boxe de Martinique en partenariat avec la CTM. Voyez les précisions recueillies par José Lecherti. Nous profitons de la présence de Michel Motmora pour développer la boxe à travers les quartiers sensibles notamment, et nous irons également en milieu carcéral, puisqu'on le sait, il y a beaucoup de jeunes Martiniquais qui ont eu par le passé un comportement déviant, et la boxe, c'est une occasion de permettre à ces jeunes d'enclencher une autre carrière, une carrière un peu plus noble à travers justement le noble art. Michel Motmora, c'est le seul Martiniquais qui est champion du monde de boxe, donc excepté si par rapport au travail que fait actuellement le comité régional de boxe, on découvre un champion en Martinique, qui sait? On est en train de préparer cela. On a Olivier Jean-Jacques qui arrive. Olivier Jean-Jacques, c'est le boxeur qui fera le combat professionnel, donc ce vendredi. Et effectivement, on a une chance d'avoir un championnat, un grand champion. Mais dans l'immédiat, on attend voir. Il a encore des choses à prouver. Et le champion du monde en titre nous a rejoint. Michel Motmora, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question, c'est dans quel état d'esprit êtes-vous avant cette compétition ? Eh bien, je me sens très très bien. Là, c'est un retour aux sources pour moi de venir sur mon île natale. Et je peux dire que tout s'est articulé de manière à ce que je me sente vraiment très bien. Et vous êtes motivé, déterminé ? Oui, tout à fait. Très motivé, très déterminé. Et j'ai vraiment hâte d'être sur le ring et de montrer que je suis le champion du monde en titre. Voilà. Alors, je vous relance parce que votre challenger, nous l'avons rencontré ce matin, il est tout aussi déterminé que vous. Écoutez ce qu'il a dit ce matin. Ce que je veux dire à Michel Motmora, ce sont ses derniers jours pour profiter de sa ceinture, parce qu'à partir de vendredi, c'est terminé, elle m'appartiendra et je la ramènerai en Argentine avec moi.
Alors, il vous a défié, non? Oui, bien sûr. En même temps, il n'est pas interdit c'est permis de rêver. Voilà, il peut rêver l'emporter en Argentine. Ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'elle restera bien sur nos terres, elle restera bien en Martinique, cette ceinture. Alors, l'organisation de ce championnat du monde en Martinique a été mise en place en partie grâce à une rencontre qui a eu lieu l'année dernière avec Alfred Marie-Jeanne et Louis Boutrin. À l'époque, c'était juste une idée. Aujourd'hui, c'est réalité. Quel effet cela vous fait de vous battre au pays? Eh bien, c'est vraiment, je suis vraiment très content, je suis ravi. Je remercierai jamais assez M. Marie-Jeanne, M. Boutrin et M. Couturier qui ont vraiment œuvré après pour que ce soit finalisé par le comité régional de boxe. M. Dunon, je le remercie également. C'est vraiment une chance de pouvoir reboxer sur ces terres et je compte vraiment sur le public martiniquais pour venir me donner de la force. Vine bas moins fausse, s'il vous plaît. Alors justement, lors de cette fameuse rencontre, vous aviez raconté votre parcours où rien ne vous prédestinait finalement à la boxe. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment vous êtes arrivé là où vous en êtes? Alors c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais un garçon un petit peu turbulent. Il fallait un sport pour me canaliser. Dans un premier temps, il m'a été proposé le karaté. Je ne me voyais pas à travers ce sport. Le média box était un média qui me convenait plus. Un club s'est monté dans la ville où je résidais, à Ormes, dans le Loiret. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé le noble art. Alors, les débuts ont été un peu mitigés, où vraiment, j'ai mes 5 premiers combats amateurs, je les ai perdus. Donc, il a fallu que je m'accroche et que je fasse 2 fois plus, beaucoup de travail. Donc, je me suis entraîné 2 fois plus que les autres et j'ai été champion régional pendant 4 années consécutives et invaincu pendant 5 ans. Voilà, je suis passé pro très jeune et à la suite de ça, j'ai pris mon premier commerce et ce qui fait que ma carrière professionnelle est un petit peu en dents de scie. Alors, pour les parents qui nous regardent et qui ont des enfants turbulents, puisque vous avez dit que vous étiez turbulent, est-ce que c'est une discipline dans laquelle vous les encourageriez à lancer leur enfant? Est-ce que ça vous a canalisé? Bien sûr. Ça sert à quoi finalement la boxe? La boxe, on dit que c'est l'école de la vie. Savoir que le média boxe nous inculque énormément de valeurs, de codes, de respect, du dépassement de soi, mais également on travaille aussi sur la maîtrise émotionnelle. Donc c'est vrai qu'un jeune, plutôt que de sortir le soir et aller faire des bêtises avec ses camarades, il va à la salle d'entraînement et je peux vous assurer qu'après une bonne séance de sport de 2 heures de boxe, on n'a plus envie de se bagarrer. On n'a plus envie. Voilà, c'est sûr. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions et puis on appelle tous les Martiniquais à venir vous encourager ce vendredi au Hall des Sports du stade Louis-Achille. Je compte sur eux. Merci à vous. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Restez avec moi. Un JT des communes qui commence à Fort-de-France au Grand Marché. Des tonnes de concombres sont proposées à la vente. Cette semaine, la récolte a été bonne et les agriculteurs les proposent à 1 € jusqu'à ce week-end. Une affaire qui attire de nombreux clients, dont Hubert Bornil et Valérie Vincent. À qui l'autre, on a les mamans là, bon bah, concombre là, 1 €, il sortit peu cher, mon verre, bon bah, pays à qui là. Même pas besoin de recourir à la criée. Les 2 marchands installés sous le chapiteau du Grand Marché n'éprouvent aucune difficulté pour écouler la marchandise. Je crois qu'on avait 2 tonnes, pas loin de 2 tonnes. Et tout part Constatez par vous-même. Les clients, eux, se pressent devant les étals, chacun prenant le soin de bien choisir son concombre. À ce prix-là, on peut se laisser tenter. Ça vaut le coup parce qu'au supermarché, c'est un peu plus cher, donc je profite. Je me fais plaisir et puis en même temps pour la famille. Donc là, j'ai... T'en as pris ah ouais, tu as un beau paquet là. Oui, j'en ai pour un peu plus de 3 kilos. Une très bonne affaire. À 1 €, on peut en prendre 2 à 3 kilos. Si, je prends 5 € pour une amie. Côté marchande, forcément l'affaire est belle. C'est des planteurs qui nous connaissent, qui nous appellent et qui nous font les propositions. Et à 1 €, c'est justifié? Oui, c'est bon. 1 €, c'est le meilleur des prix pour pouvoir liquider au maximum. Alors, patron, dis-moi, quoi faire? Quoi t'appelles des bons petits bails là? Eh bien, oui, je cherche des petits concombres là. Je prends 3, mais je prends d'autres. Oui, mais à 1 € le kilo, il faut mettre là, porter bamoun aussi. Oui, c'est moi, famille moi.
Voilà, mais jusqu'à la mi-journée, le marché ne désemplit pas. L'affaire est bonne, il faut en profiter jusqu'à samedi. Et je vous l'ai dit, il a profité pour faire ses courses. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que des coupures d'eau potable sont prévues demain dans la commune de Fort-de-France, dans les quartiers Gaudissart, Debriand, Desrochers, Tivoli-Rodate, lotissement La Carrière, route de Balata du lotissement Les Pitons à Détour-Bourdin. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez qu'un camion de l'EFS sera stationné demain de 9h à 14h sur le parking du Carrefour Market à Rivière-Salée. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans un instant avec Tchè. Et à tout de suite.